Nous sommes très heureux d'être avec vous et nous vous remercions d'avoir bien accepté l'invitation que vous avez reçue. Vous savez, ça et là, on entend les gens dire que monsieur le sénateur Matata fait tout ce qu'il peut pour échapper à la justice, ce qui est tout le contraire de son attitude et de son état d'esprit. Que ce soit lors des poursuites engagées devant la Cour constitutionnelle ou celles engagées devant la Cour de cassation, il était à l'étranger et néanmoins, il s'est présenté devant la justice de son pays. La première fois venant de Conakry, en Guinée, et la deuxième fois venant des États-Unis, où il était en soins médicaux. Il s'agit donc d'un homme qui a confiance dans la justice de son pays, avec cette idée que la justice restera égale à elle-même, notamment en administrant une justice équitable, une justice respectueuse des procédures, une justice respectueuse des droits humains. Quand vous lisez des publications dans les réseaux sociaux, vous trouvez parfois des déclarations telles que si Matata est innocent, qu'il vienne prouver son innocence. S'il ne se reproche rien, qu'il donne la preuve qu'il est innocent. Ce sont des aberrations au regard du procès pénal. Personne n'a l'obligation de prouver son innocence, puisque toute personne est présumée plutôt innocente. C'est à l'accusation de donner des preuves, à commencer par des preuves que la procédure telle qu'elle est définie dans la Constitution et dans nos lois a été respectée. J'aime toujours me référer à cette pensée, un certain Benjamin Constant, un grand philosophe et écrivain du 19e siècle en France, qui, parlant des procédures en justice, a pu écrire ce qui suit. J'ouvre les guillemets. Ce qui préserve de l'arbitraire, c'est l'observance des formes. Les formes sont les divinités tutélaires des associations humaines. Les formes sont les seules protectrices de l'innocence. Les formes sont les seules relations des hommes entre eux. C'est aux formes seules que l'opprimé peut en appeler. Et je ferme les guillemets. Lorsque le sénateur Matata comparait devant la Cour de cassation, la défense a pu soulever 10 exceptions, dont 4 relatives à l'incompétence de la Cour de cassation et 6 relatives à l'irrecevabilité de l'action publique. À l'audience du vendredi 22 juillet 2022, la défense s'attendait à ce que les exceptions soulevées reçoivent une réponse appropriée, avec la conséquence que la procédure s'arrêtait si l'une des exceptions était retenue ou alors que la procédure suivait son cours
en abordant le fond de l'affaire. Et rien de tout cela n'arriva. Et pourtant, comme vous pouvez le savoir, ou à tout le moins le deviner, le juge est juge de sa compétence. Le juge, c'est à lui de dire oui au regard de la Constitution et des lois de la République. Je suis compétent et je poursuis l'instruction de l'affaire. Ou alors, c'est toujours à lui de dire, face aux exceptions soulevées par les partis, effectivement, j'adhère à leur analyse, je reconnais que je suis incompétent et en ce moment-là, la procédure s'arrête. Mais ce n'est pas ce qui a été fait par les juges de cassation. Lui, il a ordonné la surséance de la procédure avec un double prétexte. Le premier, c'est qu'il y avait, d'après lui, une exception d'inconstitutionnalité. Or, cette exception d'inconstitutionnalité, d'après l'article 162 de notre Constitution, ne peut être soulevée par une juridiction que si elle a été au préalable soulevée par une des parties. Et il s'est fait qu'aucune des parties, aucun prévenu n'avait soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. Le prévenu avait soulevé des exceptions d'incompétence. Le deuxième prétexte, c'était qu'il fallait demander à la Cour constitutionnelle de préciser le sens des mots utilisés à l'article 162, notamment quand il s'agit de parler des actes commis dans l'exercice de la fonction ou commis à l'occasion de l'exercice de la fonction. Quand il s'agit de l'exception d'inconstitutionnalité, je viens de vous le dire, en lisant très bien l'article 162 dans ces 4 alinéas, il n'y avait pas d'exception d'inconstitutionnalité et la Cour n'avait pas qualité de la soulever pendant qu'aucune des parties concernées ne l'avait fait. Et le point de vue que nous soutenons a été aussi défendu dans une étude récente par le professeur Mampuya, qui a démontré que c'était plutôt une aberration, parce qu'il n'y avait pas lieu d'invoquer une exception d'inconstitutionnalité. S'agissant de la requête en interprétation, là aussi, nous avons la chance de bénéficier d'une constitution très claire. En son article 61, la Constitution de la République a énuméré les personnalités comme les institutions ayant qualité pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution. Et les personnes et institutions concernées sont le président de la République, le gouvernement, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, le gouverneur des provinces et le président des assemblées provinciales.
comme vous le remarquez vous-même, et vous pouvez consulter non pas mon exemplaire de la Constitution, mais le vôtre, vous verrez que cette liste est limitative. Par quelle magie la Cour de cassation peut se retrouver en train de dire « Je vais saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle me dise que signifie le terme utilisé à l'article 160. » Maintenant qu'elle a décidé de le faire, on peut se poser des questions. Comment, juridiquement, une exception d'incompétence soulevée par une des parties peut devenir, à l'initiative même de la Cour de cassation, une exception d'inconstitutionnalité? Comment la Cour de cassation va-t-elle être reçue dans sa démarche de demander que la Cour constitutionnelle interprète sa propre compétence? Il s'agit, quoi qu'on fasse, d'une démarche sans fondement juridique. Aucun fondement juridique quant à l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par une juridiction à sa propre initiative, à la limite à l'insu même des parties concernées. Il n'y a pas de recevabilité à accorder à une requête en interprétation par une institution qui n'apparaît pas sur la liste exhaustive établie par la Constitution elle-même. Bien plus, comme nous pouvons aussi le soutenir, c'est un point que nous n'avons pas mis suffisamment en exergue dans notre introduction, c'est de se poser la question. Puisque la porte de l'exception d'inconstitutionnalité ne pourrait s'ouvrir sans violer la Constitution, puisque l'interprétation ne pourrait intervenir sans violer la Constitution, comment la Cour de cassation compte-t-elle s'y prendre? Est-ce que la Cour constitutionnelle se sent-elle directement concernée parce qu'elle aura entendu dire qu'il y a eu un prononcé ordonnant la surséance? Est-ce que la Cour de cassation va-t-elle adresser une requête écrite à la Cour constitutionnelle pour formuler ces deux demandes? Est-ce que la Cour constitutionnelle, pour répondre à la Cour de cassation, devra-t-elle organiser une audience publique pour que les parties, notamment les prévenus, puissent exercer leur droit de la défense? C'est autant de questions, mais dont nous pouvons affirmer qu'elles ont déjà eu des réponses. En nous référant notamment à deux arrêts de la Cour constitutionnelle. D'abord, l'arrêt du 15 novembre 2021, où la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Mais avant de se déclarer incompétente, elle avait formulé sa motivation. De même, nous aurons invoqué un arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 juillet 2022 répondant à une requête de la CENI. D'abord, dans cette jurisprudence, nous verrons que des questions importantes
ont été tranchés avec clarté. Avec clarté. C'est-à-dire, dans une structure normale relevant de l'organisation du système judiciaire, ce que la Cour constitutionnelle aura dit ne peut pas être contredit par elle-même. La Cour constitutionnelle ne va pas se dédire. Et qu'est-ce qu'elle avait dit, notamment sur l'état de droit? Un concept fondamental dans notre système juridique. L'état de droit fait partie de la définition de la République démocratique du Congo en l'article 1er de la Constitution. Et dans l'arrêt du 22 juillet 2022, voici ce que les juges constitutionnels écrivent. Il y a de quoi se demander à un moment donné, sommes-nous encore localisables géographiquement sur un point de cette terre où nous sommes devenus purement et simplement des extraterrestres? Si eux n'accèdent pas à ces notions, qui le fera? Si eux n'accèdent pas à ces notions, qui nous protégera? Qui garantira nos libertés publiques? C'est eux qui ont la charge de tout ça. Bien sûr que des procédures au moins disciplinaires existent contre certains actes des magistrats qui seraient préjudiciables aux intérêts, aux droits des citoyens. Ça peut être une faute disciplinaire, on peut s'adresser aux chambres disciplinaires. De même, on peut imaginer que le Code civil, en son article 258, continue de nous protéger. Tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par le fait duquel il est arrivé. Mais, vous savez, les magistrats ont aussi leur liste noire. Vous allez accuser quelqu'un, un magistrat, pour que les autres magistrats les jugent. Le réflexe corporatiste n'est pas exclu, qu'il soit protégé au lieu d'être sanctionné. Donc, toutes ces choses nous engagent dans une impasse très déplorable. La fois passée, je l'ai dit au premier président de la Cour de cassation pendant l'audience. Vous voyez l'impasse dans laquelle le procureur général vous amène. Vous êtes en train de juger un sénateur dont les immunités n'ont jamais été levées. Il est apostrophé comme ça. Et c'est vrai. Normalement, quand il entend ça, il doit mettre fin à la procédure. Nous ne pouvons pas nous asseoir dans nos toges avec solennité en train de violer la Constitution et les lois de la République. Je lui ai même rappelé, toujours lors de la même audience, que le procureur général, lui, les juges, et nous, la défense, nous avons un point commun. Nous avons prêté serment de respecter la Constitution et les lois de la République et de les faire respecter. Qu'on devrait donc vite se mettre d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord? Pas encore. Donc ce sont des questions que vous avez le droit de vous poser, mais si on pouvait avoir une solution, ça serait un signe qu'on avance. Mais je ne vois pas. Ça fait pitié. Si tu es un gardien de la maison, qui devient voleur? Ta maison est encore gardée. C'est là où nous en sommes. La deuxième.